Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. On est aujourd'hui au temple de Karnak. Vous le voyez derrière moi, avec le plus grand pylône de toute l'Égypte, 40 mètres de haut, 113 de large, 18 à 12 mètres de profondeur. Donc sans plus attendre, visite du temple de Karnak tous ensemble, c'est parti! Alors voilà, là on s'approche du premier pylône, le plus grand pylône de toute l'Égypte, 40 mètres de haut. Alors là il n'est pas complet, 40 mètres de haut sur 113 mètres de large, de là-bas jusqu'à là-bas, et une profondeur variant entre 12 et 18 mètres. Un très belle statue. Décoré et coloré. Oh, on s'arrête ici. Coloré, oui. Vous mettre là. Un petit peu comme à Edfou, on a ici devant nous des murs de briques. Et selon les guides, en fait, ces murs de briques constituaient des rampes qui montaient progressivement afin de pouvoir construire les pylônes. Par contre, on peut se poser la question de la légitimité de cette explication dans la mesure où, de toute évidence, ces briques sont beaucoup plus modernes dans le sens plus humble, avec des matériaux beaucoup plus faibles et friables, qu'on retrouve d'ailleurs à travers tous les temples d'Égypte, que ce soit Dendera, que ce soit Edfou, Médine Habou, quoi d'autre, Dendera j'ai déjà dit, je sais plus, bon bref. Donc quand on est face à ces briquettes, on est face à des réalisations qui sont issues d'autres peuples ou époques que celles du temple, parce que si les anciens étaient capables de construire des temples comme ça avec des centaines de milliers de blocs jusqu'à 40 mètres de haut, tout porte à croire, mais bien sûr on peut se tromper, il n'y a aucune vérité, tout porte à croire comme je le disais. J'espère que vous entendez car de nouveau il y a pas mal de vent, donc je vais peut-être simplement filmer et faire le reste de l'épisode en voice-over. J'en reviens donc, on peut se demander si effectivement il se serait amusé à faire des réalisations beaucoup plus petites avec des matériaux qui n'ont rien à voir avec le temple en lui-même. Peut-être oui, peut-être non, c'est plutôt improbable, mais toujours est-il qu'on a un réel contraste. En égyptien, les chrétiens égyptiens. En arabe, ça s'appelle Miftah al-Hayat. L'encre. On dit la place favorite de notre c'est Karnak, même à cette époque-là. C'est clair? Et ça représente quoi? Le symbole, ça c'est en château. C'est précieux chez les anciens. On va trouver la on comme ça, on casse. Non, mais je veux pour casser, pour réutiliser, parce que regarde, elle devait être cassée là, donc elle devait être plus petite. C'était pour casser en deux pour pouvoir. Regarde là, regardez là. Mais là, c'est être dur, ils ont arrêté. Feignant les Égyptiens. Mais pourquoi ils ont fait deux trous pas entre eux? Parce que c'était trop dur. On dirait qu'ils ont fait des essais là, tu vois, une fois comme ça, comme ça. Regardez, ici, là, vous voyez? Là, vous voyez? Là, alors là. Puis c'est sacré bloc. Ah, ça c'est des morceaux d'obélisque. Peut-être pour la transporter jusqu'ici.
Regarde la finition. Ça, c'est rôle. 134. Oui, 134. Voilà, maintenant on arrive dans la salle hypostyle, composée de 134 colonnes géantes, comme vous pouvez les voir ici. Alors désolé s'il y a des parties de la vidéo qui sont faites en live, d'autres avec un voice-over, c'est simplement que quand il y a trop de vent, et ben je peux pas vous parler, enfin en tout cas je peux vous parler mais vous entendriez rien. Donc je fais juste le petit filmage et après je vous dis lors du montage ce que j'aurais voulu vous dire en live. Et là heureusement il n'y a pas trop de vent, donc on peut en profiter pour se faufiler dans la foule et vous montrer cette salle hypostyle absolument stupéfiante. Là-bas derrière on voit l'obélisque de la reine Hatshepsut. Regardez la taille de ces blocs. On s'en rend pas compte en fait en vidéo parce que là je suis en train de voir le retour. Mais à mesure qu'on descend petit à petit, on voit l'échelle avec des humains. Et là on se rend compte que c'est la folie pure et dure. Là on a le groupe. Donc ouais, regardez. Donc je répète, 134 colonnes dans cette salle hypostyle. Et alors quand on est dedans, c'est un vrai labyrinthe. Là par exemple, j'ai laissé échapper le groupe quelques instants. Ah, bonjour, très bien. Et alors pour retrouver, comme vous pouvez le voir, on peut s'amuser. Regardez jusqu'où ça va, c'est absolument génial. Ça va. En fait, il faudrait que je marche non-stop avec la caméra comme ça pointée vers le ciel, que vous vous rendiez compte de tout ce qu'on a. C'est vrai que l'Égypte finalement c'est un pays où on passe beaucoup plus de temps avec la tête en l'air qu'avec la tête vers le sol pour voir ce qu'on a sous les pieds. Donc là on est proche des obélisques. Donc là c'est l'obélisque de la reine Hatshepsut. Regardez. Avec l'obélisque de Thoutmôsis III sur la droite. Et juste à gauche là on a un bloc. Donc ça c'est un monobloc de granit sur lequel était placé l'obélisque et qui est composé des morceaux qu'on a vu un tout petit peu plus tôt dans la vidéo avec les différents types de hiéroglyphes. Alors ce qui est très intéressant, et là je viens de discuter avec notre géologue, c'est que alors en haut on a voilà, des hiéroglyphes qui sont absolument parfaits, comme s'ils avaient été moulés dans la roche, dans le granit. Par contre à mesure qu'on descend, on voit qu'on perd en qualité et qu'on augmente en érosion. Et ce que venait de me dire notre géologue, l'érosion qu'on voit ici du granit, en général, elle est due à l'eau. C'est-à-dire que l'eau s'infiltre et vient faire casser les feldspaths. Sauf que en termes de climat ici à Karnak, si on est dans la période considérée, on n'a pas un climat qui permet de l'humidité ou des précipitations, en tout cas une présence d'eau forte
qui permettrait cette érosion, cette dégradation du granit. Donc cet obélisque est une pure merveille d'un côté, et d'un autre côté un énorme mystère, car on a des traces d'érosion qui sont dues à l'eau, et de nouveau on a une contradiction avec le climat auquel sa construction est attribuée. En tout cas la période climatique durant laquelle sa construction est supposée. Regarde vers Luxor, hein? Regarde vers Luxor, donc on peut aller ici, jusqu'à Luxor. Alors ça c'est le bout de la salle hypostyle dont on a vu les colonnes à l'instant. D'ailleurs en haut là on voit un petit peu mieux, enfin un petit peu mieux, je sais pas si on voit un petit peu mieux, mais on les voit bien de profil. Les blocs qui traversaient la salle hypostyle, et puis là à gauche on a aussi le reste de ces colonnes pour la partie sud. Et elle va jusqu'à là-bas à gauche. Et un petit peu plus tard je vais vous emmener là-bas car il y a le scarabée sacré, ce qu'on appelle le Kheper. K-H-E-P-E-R. Alors, pas de sensationnalisme, toujours un maximum d'honnêteté intellectuelle. Là, on a rediscuté avec l'archi du groupe et la géologue. Et en fait, on pourrait imaginer que pendant plusieurs milliers d'années de crue du Nil, on aurait assez d'activité aquatique pour créer cette érosion. Donc, le mystère, finalement, est levé et il n'y a pas de quoi chercher des théories sensationnalistes. En tout cas, pour l'érosion de cet obélisque. Et pour la forme, allez, encore un petit coup. Et puis je vais vous montrer, voilà un petit bout d'obélisque, ça permet vraiment de se rendre compte de l'échelle de toutes ces constructions. Pour que vous voyez à nouveau des hiéroglyphes absolument stupéfiants directement dans le granit, comme s'ils avaient été moulés tels des petits gâteaux, quelque chose directement dans la pâte. Et ça a le don d'énerver particulièrement notre architecte qui ne comprend pas grand chose à ce qui se passe, et nous non plus, parce que c'est... On ne peut pas expliquer en fait la gravure de ces hiéroglyphes avec les outils supposés. En tout cas, pour ces obélisques en granit. Après, pour le reste, pour le travail comme ici, le travail du grès, là, c'est absolument pas le même problème. Là, c'est tout à fait concevable. Et les achèvements. On dit pour empêcher la vie éternelle. C'était caché, C'est pas gentil, mais t'as pas cassé l'obélisque. On va se rapprocher petit à petit pour voir un petit peu la différence de hiéroglyphes. Les débats font rage au sein du groupe. On me gratte la tête. Le géomètre il devient fou là aujourd'hui. Enfin, Je comprends pas pourquoi c'est cassé sur les côtés. chapeau là. donc à l'instant je disais, les hiéroglyphes de la base, en fait c'est ceux-là sur lesquels on se base, sans mauvais jeu de mots, pour déterminer la durée de construction des obélisques. On dit que pour les deux obélisques qu'on est en train de regarder en détail, ça a pris 7 mois. Donc c'est écrit sur ces hiéroglyphes. Par contre quand on approche, on se rend compte très rapidement que ces hiéroglyphes en termes de qualité n'ont rien à voir avec ceux de l'obélisque. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus grossiers. Alors que sur l'obélisque, regardez, on a vraiment quelque chose d'absolument parfait. Ce qui remet donc en cause la légitimité de l'explication des 7 mois. Alors peut-être que c'était beaucoup moins, peut-être que c'était beaucoup plus, mais en s'approchant de cet obélisque d'Hatshepsut et de Thoutmôsis III, on se rend compte qu'il y a 2 types de hiéroglyphes. Regardez comme c'est magnifique. Alors autre chose très intéressante, vous vous souvenez donc de la vidéo qu'on a tournée à l'obélisque d'Assouan. Et bien là, quand on regarde la surface, je ne sais pas si ça se voit aussi bien à l'image qu'en réalité, mais on a l'impression que la surface du granit est un tout petit peu bosselée. Comme si on reprenait un obélisque, comme à la carrière d'Assouan, avec les traces de godet sur ces surfaces, mais qu'on aurait poli et atténué ces traces. Mais là, avec la lumière en tout cas qu'on a actuellement, on voit que la surface n'est pas parfaitement plane, elle est un tout petit peu bosselée, cabossée de part et d'autre de la ligne hiéroglyphique qui remonte jusqu'au sommet.
rien d'étonnant puisque c'est celui de l'obélisque. À la précision de la surcasse sur la... Alors on est en contre-jour, donc je ne sais pas si on le verra, mais là on est en train de mesurer la planéité et on est à 0, comme dans la chambre du roi. Donc l'arête est absolument parfaite. Parce que si je bouge un tout petit peu mon téléphone, là je suis à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Là. Je m'éloigne là de 5, et là je reviens à 0. C'est-à-dire que sur 30 mètres, c'est vrai que... Mais sur ça je le mesure. Donc.